Plus d'1 millier de nouveaux agents au service de l'administration burkinabé. La cuvée 2013 de l'École nationale d'administration et de magistrature a voulu être marquée du sceau de la conscience professionnelle pour une administration efficiente au service du développement. Les impétrants ont reçu des conseils d'usage du chef du gouvernement pour être d'excellents agents. Les travailleurs des médias publics réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils ont donné de la voix ce matin à Ouagadougou pour se faire entendre. Et puis les armes parlent de nouveau en République démocratique du Congo, une reprise des combats qui a pour conséquence l'interruption du dialogue. Ce sont les titres de l'actualité dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Tout de suite, nous allons au palais de Kosiam pour le carnet d'audience du chef de l'État. Et c'est le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente qui a été reçu ce matin par le président du Faso. Au menu des échanges, un projet de construction d'un collège d'enseignement général sur financement du Conseil de l'Entente et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sur les différents aspects de ce projet, nous écoutons Patrice Kwame à sa sortie d'audience. Il est au micro de Dioloma Ismaël Sirima. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à M. le Président du Faso pour le remercier pour son soutien à l'organisation, son soutien sans faille, et ensuite lui dire que nous venons pour la pose de la première pierre du Collège d'enseignement général de Dori, avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. Donc vendredi, nous serons à Dori pour la pose de la première pierre de ce Collège d'enseignement général, dans le cadre donc du tirage, la 19e tranche de loterie nationale du Conseil de l'Entente, qui aura lieu donc au mois de septembre. Voilà, et puis ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso, le président du Faso à la 43e session ordinaire de la CEDEAO à Abuja. Le président du Faso, M. Blaise Compaoré, prendra part les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja, au Nigeria, à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au sommet d'Abuja, ce sommet d'Abuja offrira l'opportunité aux dirigeants de la région ouest africaine de faire l'état de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'occasion du sommet ordinaire tenu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire les 28 et 29 février 2013 sur la situation sécuritaire dans l'espace communautaire, notamment au Mali et en Guinée-Bissau. À cette occasion, le président du Faso, médiateur désigné de la CEDEAO dans le conflit malien, fera le point sur les négociations qui ont abouti à la signature de l'accord politique de Ouagadougou le 18 juin dernier entre les autorités maliennes de transition, le mouvement national de l'Azawad MNA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HCUA. Cet accord permettra l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 ainsi que les pourparlers de paix ouverts à tous les Maliens. Outre la situation au Mali, la conférence d'Abuja abordera des questions relatives au fonctionnement des différentes structures de la CEDEAO, conformément à la vision 2020 de l'espace communautaire. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur l'élargissement des postes de commissaires de l'institution régionale. C'est donc un communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Suite de ce journal, au Premier ministère, on a parlé du projet boucle ferroviaire qui va permettre de rallier 4 villes de l'UEMOA, Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan. Une délégation des ministres membres du comité de pilotage a fait le point de la réalisation du projet au Premier ministre ce matin. Oumou Sissé, Jacques Amissa Tarpara. Réunis à Ouagadougou depuis hier pour la rencontre de la boucle ferroviaire, les membres du comité de pilotage étaient chez le Premier ministre. C'est un projet qui va permettre de relier par le chemin de fer 4 villes de l'UEMOA, de Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Abidjan. Le comité est venu faire le point des réalisations au chef du gouvernement. Cette réunion, comme vous le savez, nous a permis véritablement de faire un point exhaustif de là où nous sommes. Au niveau des progrès réalisés dans la réalisation de cette boucle ferroviaire.
Vous savez que c'est un projet extrêmement important pour les économies de l'ensemble des pays de l'UEMOA. En marge de la réunion de la boucle ferroviaire se tient la rencontre des ministres des Transports et de l'équipement des pays de l'UEMOA. Elle a permis d'attribuer des rôles aux pays membres en vue d'harmoniser les différentes politiques en matière de transport. Ces réunions-là se tiennent actuellement pour faire un passage en revue de l'ensemble de la stratégie commune à mettre en place pour qu'effectivement on puisse balayer tous les secteurs d'activité du transport, en commençant par le transport routier. D'un coût de réalisation de plus de 4 milliards, environ 2000 milliards de francs CFA, le projet de la boucle ferroviaire a pour ambition de renforcer l'intégration et la coopération entre les 4 pays. Le début des travaux est prévu pour 2014. Et sur le terrain, les acteurs du projet commun boucle ferroviaire ont convenu d'accélérer la cadence pour que la desserte de la sous-région par le train soit une réalité. Et c'est l'ambition qui a été affichée en tout cas à Ouagadougou lors de la 4e réunion statutaire. La mobilisation des ressources est l'autre priorité évoquée à la rencontre d'Rissa Seri. Il s'agit d'un vieux projet commun aux 4 États, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Niger. Il était envisagé de longue date pour favoriser les échanges économiques et l'intégration sous-régionale. Pour une raison ou une autre, cet ambitieux projet de boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan a accusé du retard. Aujourd'hui, il est question de passer à la phase de concrétisation. La 4e réunion du comité de pilotage de Ouagadougou, qui intervient après celle de Niamey en 2012, entend donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du projet par l'opérationnalisation de son secrétariat permanent. Ce programme, vous le savez, est un programme de pas loin de 5 milliards de dollars. Et le programme que nous aurons à discuter aujourd'hui, nous allons effectivement voir entre les différents ministres concernés comment avancer dans la mobilisation des ressources et par conséquent l'organisation technique et structurelle du projet pour permettre de répondre aux exigences que nos chefs d'État nous ont données, de commencer à réaliser ce programme dès 2014. Le rail et le transport ferroviaire présentent des enjeux pour la compétitivité des économies, le renforcement de la coopération et la concrétisation de l'intégration régionale. Convaincu du bien fondé d'un tel projet, le Burkina s'engage à fournir les efforts nécessaires à sa concrétisation. Le Burkina Faso aura une part contributive assez importante, en ce sens que lorsque vous prenez la liaison Abidjan, Ouagadougou, Kaya, en ce qui concerne la réhabilitation et pour les travaux nouveaux, les travaux neufs à mettre en œuvre, la construction de la nouvelle ligne sur Kaya, Dori, Tambao et Dori, Niamey, vous vous rendrez compte qu'il y a une bonne partie du tronçon qui sera réalisée en territoire burkinabé. C'est dit véritablement que c'est un projet qui va contribuer amplement au développement de l'économie d'une manière générale et au renforcement de l'intégration sous-régionale. La boucle ferroviaire vise à créer les conditions d'une croissance économique régionale forte et durable à travers le désenclavement des pays concernés, l'amélioration de la compétitivité des économies et la préservation de l'environnement. L'École nationale d'administration et de magistrature a une fois de plus respecté la tradition. C'est au total 1234 nouvelles compétences que l'ENAM met à la disposition de l'administration publique. Une promotion qui a fait la promesse de ne pas perdre de vue que la conscience professionnelle est ce qu'il faut pour une administration efficiente au service du développement. Ce matin, le Premier ministre a invité les impétrants à plus de professionnalisme et d'abnégation au travail. Nicolas Zigani. Ce sont 1234 cadres compétents de toutes spécialités prêts à servir l'administration qui ont reçu leur parchemin ce matin. Cette sortie de promotion à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, placée sous le thème « Conscience professionnelle pour une administration efficiente au service du développement », interpelle tous les impétrants à relever de nombreux défis et à se départir des maux qui minent l'administration. L'intégrité, la probité, le professionnalisme et le dévouement sont les valeurs que chaque agent public doit cultiver et intégrer pour être efficace à son poste de travail et pour permettre à l'administration
d'être au service du citoyen. J'attends donc des agents publics que vous êtes en passe de devenir, que vous puissiez porter au seuil le plus élevé possible la culture du travail, la culture de l'excellence, du travail bien fait, la performance, afin de contribuer à l'édification d'une administration publique efficiente au service du développement. Ces lauréats qui veulent être des agents publics modèles dans l'administration avec des choix clairs. Sungalo Apollinaire Ouattara comme parrain et le nom de baptême de la promotion, Kizakael, un illustre enseignant disparu en fin 2012. Pour la plupart, ces élèves vont aller dans des administrations en stage. L'encadrement à partir donc de ces charges-là sera très décisif pour en faire de bons citoyens, des cadres capables d'apporter des innovations dans les administrations. Un énarque ne s'enferme pas dans la routine. L'énarque, il est inventif. L'énarque, il est proactif. L'énarque vit avec sa société. Je me réjouis qu'il y ait du sang neuf qui vienne s'ajouter à l'administration et je souhaite que leur contribution puisse permettre à notre administration d'être encore plus moderne, plus efficace sur le terrain et surtout au service de notre peuple. Ce sont là des vertus qui feront des émules dans l'administration. Si nous l'avons choisi comme modèle, c'est qu'il nous inspire beaucoup. C'est une personnalité d'autres qualités que nous aimerons ressembler dans l'avenir, faire comme ce qu'il a l'habitude de faire. L'occasion faisant le larron, les élèves ont profité de la présence du chef du gouvernement pour exprimer leurs préoccupations qui se résument à l'amélioration des conditions d'études avec un ratio de 100 élèves pour un ordinateur. Le Premier ministre promet de résoudre cette équation. Cette cérémonie a servi de cadre pour la remise du prix de la personnalité énarque. Le choix cette année a été porté sur le ministre de la Santé, Léné Sebgo, ancien énarque. Et puis nous parlons de ce mouvement d'humeur des travailleurs des médias publics qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils l'ont fait savoir aux responsables du département ce matin à travers un sitting devant les locaux du ministère de la Communication. Une manifestation qui a mobilisé tous les maillons de la chaîne de la production et de l'information, radio, télé et Sidoya, Oswald Gaïtan Segeda, Abdelaziz Yagibou. À l'appel du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication, ce sont des agents des médias publics visiblement mécontents qui ont investi le ministère de la Communication. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Vous avez vu la mobilisation ce matin? L'ensemble des travailleurs de la radiodiffusion, de la web-diffusion, de la télévision nationale, des éditions Sidoya, AIB compris, les centres émetteurs, c'est quand même une réalité. Ça veut dire que ça ne va pas au niveau des travailleurs. C'est ça d'abord qu'il faut retenir. Les points, vous les connaissez, c'est la reconstruction de carrière, c'est la revalorisation des salaires et des indemnités par un statut particulier qui va résoudre définitivement ce problème. Et puis, la levée de suspension suite à la circulaire du Premier ministre qui ne concerne pas les prix en charge au niveau des EPE, les frais de production et autres primes qui étaient servis pour les travailleurs en production hors de leur base. Donc, c'est les 4 points que nous demandons, dont nous demandons la satisfaction et nous espérons qu'une oreille attentive sera prêtée. En réponse, le secrétaire général du ministère de la Communication rassure les travailleurs sur la volonté du gouvernement de traiter leurs doléances avec diligence. Nul ne remet en question les revendications des travailleurs. Du reste, nous avons reçu du syndicat une synthèse de ces revendications que nous avons transmise à son Excellence Monsieur le Premier ministre à la date du 27 mai pour être prise en charge. Le ministère fait ce qu'il peut faire, ce qui est à son niveau peut être fait, il le fait. Ce qui peut être fait à un autre niveau, il le fait également. Et vous savez qu'en ce moment, il y a des concertations gouvernement-syndicat pour régler un ensemble de choses. Ça n'évolue pas à la vitesse qu'on le veut, mais ces questions sont en train d'être gérées. Comme il fallait s'y attendre, la question de l'immixtion du politique dans le traitement de l'information a refait surface. Ça s'est vérifié dans les preuves palpables à Bobo et à Ouaga. Mais nous n'avons pas fait de la polémique. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Que celui qui m'a vu à la télé en train de suivre un montage ou de récupérer une cassette, qu'il vienne ici et maintenant et combattre. À la Bourse du Travail où la manifestation a pris fin, les travailleurs se sont quittés tout en espérant qu'une suite favorable sera accordée à leurs requêtes.
Retour sur le séjour du président de l'Assemblée nationale à Burkinabé, à Abidjan. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont eu l'occasion d'avoir des échanges avec Sungalo Apollinaire Ouattara. Regroupée en association, la diaspora se dit mieux organisée pour se soutenir mutuellement dans le pays d'accueil, donc, qui revient de loin. La synthèse des entretiens avec Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. Les entretiens entre le président de l'Assemblée nationale du Burkina et ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire ont débuté avec les consuls généraux d'Abidjan et de Bouaké. Ils ont pu notamment faire part des conditions de vie et d'existence des communautés burkinabées qui s'améliorent de plus en plus, comme ils l'ont eux-mêmes affirmé à leur sortie d'audience. Sungalo Apollinaire Ouattara a ensuite reçu les délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger et les membres du bureau de l'Union des chefs et notables burkinabés de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous vivez à l'étranger, si vous n'êtes pas unis, alors c'est difficile. Mais s'il y a l'union, c'est ça qu'on dit que ça fait la force. Et puis qu'à chaque fois, quand il y a un événement, tout de suite, nous pouvions toucher nos autorités plus facilement sans avoir autre inquiétude. En échangeant avec les responsables et les militants de la section CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le chef du Parlement les a invités à être solidaires. Et ce que je retiens, il a dit quelque chose qui est important. Il a dit aujourd'hui, c'est des CDP, même ceux qui ne sont pas des CDP, tendons la main à tout le monde. C'est comme ça que CDP peut aller de l'avant. Tous repartent satisfaits de leur visite de courtoisie à leur président d'Assemblée. Ce qui nous a marqué, c'est d'abord la sincérité, l'esprit d'ouverture et surtout un homme courtois que nous avons rencontré, avec qui nous avons eu des échanges francs et sincères. Cela nous a permis, en tout cas, d'être plus proches du pays, bien qu'étant loin du pays. Pour le porte-parole des délégués consulaires, ils retrouvent une Côte d'Ivoire paisible où ils peuvent, en toute quiétude, vaquer à leurs occupations. Les ressortissants burkinabés souhaitent que cette situation puisse perdurer. À Ouagadougou, c'est la relance des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui retient l'attention. C'est l'un des points du traité d'amitié et de coopération signé entre les deux pays en juillet 2008. Et dans la dynamique de la mise en œuvre de cette coopération, les experts des deux parties passent en revue les différentes recommandations du dernier sommet en prélude à la prochaine rencontre de Yamoussoukro, Ramatouzida, Jacques Lamissa, Tarpaga. À cette table ronde, les experts burkinabés et ivoiriens de l'industrie, du commerce et de l'artisanat devront examiner le mémorandum d'accord commercial et industriel devant régir la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce mémorandum découle du traité d'amitié et de coopération signé en juillet 2008 et cela a permis de mettre en place un partenariat dans plusieurs secteurs d'activité, dont le commerce, l'industrie, le transport et les petites et moyennes entreprises. C'est la séance de travail de la commission commerce industrie qui siège, artisanat qui siège aujourd'hui. Donc nous allons mettre l'accent particulier sur tous les domaines d'activité qui concernent ces deux secteurs. Et nous préparons également la réunion qui est prévue à Yamoussoukro à la fin de ce mois par les chefs d'État sur les questions brûlantes de l'activité, notamment les fondements qui seront vraiment bien accentués, qui seront vraiment bien revus et qui seront l'occasion pour nos États de faire avancer cette coopération. Une coopération dont les deux parties doivent tirer le plus grand bénéfice. C'est pourquoi des dispositions sont prises pour surmonter les difficultés liées à sa mise en œuvre, notamment la libre circulation des biens et des personnes sur l'axe Ouagadougou-Abidjan. En réalité, les difficultés, c'est quoi? C'est les entraves qu'on peut mettre à leur circulation. Vous prenez par exemple les postes de police qui peuvent être érigés sur l'axe Ouaga-Abidjan, qui va freiner donc le déplacement des marchandises. Si vous avez par exemple des produits, je dirais très fragiles, il va sans dire que le souci de nos opérateurs, c'est de pouvoir aller vite et bien, et surtout de ne pas avoir une déperdition de ces produits sur la route. Deux sommets ont été organisés à Yamoussoukro et à Ouagadougou depuis la signature de ce traité d'amitié. Et le temps de ces 2 jours de travaux, ces experts devront faire l'état de la mise en œuvre des recommandations issues du sommet de Ouagadougou. Il s'agira également de trouver les voies et moyens pour renforcer davantage cette coopération, ainsi que les liens séculaires de fraternité et de solidarité entre les peuples ivoiriens et burkinabés.
Le Larlena Batigré lui cherche des partenaires locaux pour son biocarburant. Le promoteur de la société Belwet Biocarburant, qui était ce matin sur le site de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila, toujours en construction, a fait la proposition d'un partenariat dans ce sens. Sa société pourrait fournir du biocarburant à l'usine lorsqu'elle passera à la phase de production. Yolande Lompo a suivi la visite pour nous. Elles unissent leurs efforts pour accroître la production en biocarburant pour le compte de la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila, mais aussi pour lutter contre le chômage et l'exode rural. Et cette visite du Lalé Naba à la STFL s'inscrit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Elle vise à encourager les producteurs de Jatropha de la société Belwet Biocarburant, mais également la STFL dans sa quête vers une certification ISO 14000 pour l'environnement. C'est une occasion aussi pour nous d'assurer les producteurs de Jatropha que leurs efforts ne resteront jamais vains, car le besoin en biocarburant ici est très énorme. Nous remercions les promoteurs de cette industrie pour la vision futuriste qui coïncide avec nos activités industrielles, et c'est une économie burkinabé qui va gagner en termes de croissance. Grâce à ses partenaires indiens, la FTFL a acquis un brûleur hybride pouvant utiliser du diesel ou du biocarburant. Et à ce jour, la société Belwet produit près de 4200 litres par jour, alors que sa partenaire aura besoin de près de 10 000 litres jour pour tourner à plein temps. Les machines sont en train d'être installées et à en croire la première responsable, les travaux avancent à grands pas. L'on prévoit les tests d'adaptation et de process en novembre 2013. Le plus important, c'est de voir comment ensemble nous pouvons trouver un accompagnement pour augmenter la capacité de production de Belwet pour pouvoir satisfaire nos besoins. Nous allons même proposer à Belwet un process d'extraction de ce biocarburant-là pour que ça puisse être conforme à ce que nous attendons pour notre brûleur. Donc il y aura un accompagnement technique et ensemble, nous pouvons aussi chercher des partenaires financiers. L'usine de Lumbila a comme activité principale la transformation à grande échelle de fruits et légumes, notamment la mangue et la tomate, et sollicite l'accompagnement des producteurs pour ce qui est de la matière première. La matrice de la performance 2014-2016 de la SCAD paraphée ce matin, le gouvernement burkinabé et ses partenaires au développement s'engagent à se mobiliser pour une mise en œuvre optimale de ce référentiel de développement qu'est la SCAD. On entame ainsi les perspectives pour les 3 prochaines années. Drissa Serré a suivi cet acte 3 pour nous. C'est l'aboutissement d'un processus participatif. 6 entités représentant la partie gouvernementale, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile paraphent de façon simultanée la matrice de performance 2014-2016 de la SCAD, stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Le paraphe est un acte fondamental dans la mise en œuvre de la SCAD. Il boucle l'exercice d'établissement du bilan pour l'année écoulée et définit les perspectives pour les 3 ans à venir. Les revues annuelles 2012-2013, tout en relevant les progrès réalisés, ont mis en évidence les difficultés rencontrées. Des mesures correctives seront appliquées pour parvenir à des meilleurs taux de réalisation. Nous avons voulu que la SCAD ne s'occupe que des grandes orientations. Maintenant, pour opérationnaliser, on a voulu mettre l'accent sur le niveau sectoriel, c'est au niveau des ministères, au niveau régional. Et à ce niveau, on s'est rendu compte que, bien entendu, comme ce sont des éléments nouveaux, on n'a pas toujours eu les compétences nécessaires, on n'a pas toujours les moyens nécessaires pour que chacun puisse véritablement intervenir. Donc, une des difficultés qu'il faut corriger, c'est comment renforcer les cadres de dialogue au niveau secteur régional. Et pour cela, bientôt, nous allons faire des propositions tendant à tout justement doter ces cadres de moyens, mais aussi voir comment mieux les organiser. Tout en se montrant enthousiaste devant le processus participatif qui a permis d'améliorer le contenu de la matrice de performance, les partenaires techniques et financiers ont suggéré de poursuivre ce processus important pour disposer d'une matrice de qualité. Pour faire une rétrospective sur la mise en œuvre de la SCAD pour les années précédentes, nous pensons qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés, mais la particularité donc, de cette dernière revue et ce sur quoi
les partenaires techniques et financiers vont encore renforcer leur intervention. C'est véritablement faire en sorte que tous les cadres sectoriels de dialogue puissent fonctionner de manière efficace. Et nous sommes heureux de constater que le gouvernement a pris les mesures justement pour assurer que financièrement et matériellement, tous les chefs de file des cadres sectoriels seront en mesure de jouer leur partition. Le gouvernement a renouvelé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé et à la société civile qui, de par leur action, participent à l'approfondissement de la SCAD partant au bien-être des populations. Et puis la caravane de la jeunesse pour la paix de l'Union fraternelle des croyants de Dori est à son point de chute à Ouagadougou. Le message de la culture de la paix et de la tolérance a été livré à la jeunesse de la capitale à travers une conférence publique, et cela toujours en rapport à la thématique centrale qui est la jeunesse face aux défis de la paix. Nyarkiteda. C'est une conférence animée par des panélistes issus des différentes confessions religieuses. À travers cette conférence, l'Union fraternelle des croyants IFC veut une fois de plus démontrer la nécessité du dialogue interreligieux pour la culture de la paix. Cette conférence, c'était pour permettre à tous les caravaniers d'avoir un cadre d'échange avec des panélistes, avec des formateurs qui ont à leur adresse des éléments nécessaires pouvant leur permettre d'échanger afin de nourrir au mieux tout ce qu'ils ont pu vivre et pu entendre à travers cette caravane. Et à cette occasion, communautés musulmanes, catholiques et protestantes, après avoir donné les fondements de leur religion respectives, ont beaucoup insisté sur la paix, élément basique de développement d'une nation. Ils ont appelé la jeunesse à vivre la paix et à la promouvoir, ce qui passe absolument par le dialogue interreligieux. La paix est le socle de la société, le socle de vie. On ne peut pas vivre sans la paix. Et toutes les religions prônent le savoir vivre ensemble. Et prônent la tolérance. Toutes les religions demandent à leurs adeptes d'être des artisans de paix. À cette conférence, tous les panélistes s'accordent à dire que la jeunesse doit être au centre des actions de promotion de la paix. C'est une action collective qu'ils peuvent mener ensemble, des actions de sensibilisation, puisque en tant que jeune, on peut être un leader, on peut être un modèle au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. C'est aussi une attitude personnelle qu'il faut cultiver, avoir ces réflexes-là de paix. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la caravane des jeunes pour la paix et donne l'occasion de renforcer les capacités des caravaniers pour être effectivement les messagers de la paix dans leurs localités respectives. Nous mettons le cap à l'ouest à présent, où l'on a déroulé le tapis rouge aux acteurs de l'enseignement primaire dans les hauts bassins. Les meilleurs parmi les meilleurs à voir leurs efforts durant l'année scolaire récompensés sont cette année au nombre de 100. Les lauréats ont pour la 9e fois consécutive eu droit aux égards du président de l'Assemblée nationale. De retour de Bobo Dioulasso, le compte rendu de Kwame Bama et Sougrinoma Ibrahim Digma. Le ciné Sagnon de Bobo Dioulasso, transformé en un temple de l'excellence pour un soir. Dans cette salle sont réunis les principaux acteurs de l'éducation dans la région des Hauts-Bassins, mais à cette journée de l'excellence à l'école primaire, seuls les meilleurs passent sur le podium pour être récompensés. Sur un palmarès de 100 lauréats, voici les plus méritants. Meilleure circonscription d'éducation de base, Karangasso-Vigué. L'école A de Poa est la meilleure de toutes, avec 109 admis sur 110 candidats présentés au certificat d'études primaires. Le meilleur enseignant est M. Cissé Lorseni, il est du même établissement. Le meilleur élève de la région, le voici, à côté de son maître. Il a réussi la prouesse de totaliser 164,5 points sur 170 au certificat d'études primaires 2012-2013. Nous venons à l'école chaque jour. Souvent, nous venons même nous travaillons pendant les week-ends et nous apprenons bien nos leçons. 9e journée de l'excellence de la région et pour la 7e édition consécutive, c'est Sungalo Apollinaire Ouattara qui est au devant des choses. Les présents et autres gadgets que vous avez reçus portent en chacun le devoir pour vous de persévérer dans l'excellence. Je vous invite alors à plus d'abnégation, à plus de combat dans vos tâches scolaires qui vont venir. Avec 64,78% de taux de réussite pour l'année scolaire 2012-2013,
La région des Hauts-Bassins est un peu au-dessus du taux national qui est de 61,69%. Elle occupe le second rang national après la région du centre. Mais pour la communauté éducative ici, il n'y a pas de quoi dormir sur ses lauriers, convaincue qu'elle peut encore mieux faire. Ils savent mieux que quiconque l'importance du sang pour sauver des vies et ils ont voulu donner l'exemple. Eux, ce sont les étudiants en médecine. La collecte de sang organisée par l'Association des étudiants en médecine du Burkina devrait permettre de recueillir au moins 500 poches pour le centre de gynécologie et la pédiatrie des deux centres hospitaliers Yalgado Ouedraogo et Charles de Gaulle de Ouagadougou, Moussaki Karimsi Namwano. La messe terminée, ces fidèles catholiques de la paroisse de Bissiguin se réunissent pour un acte salvateur, le don de sang. Les services de gynécologie et de la pédiatrie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo et de Charles de Gaulle sont les bénéficiaires des poches de sang. Convaincus que donner son sang, c'est sauver une vie, ces chrétiens donnent un peu de leur sang pour sauver les femmes enceintes et les enfants anémiés pendant cette période pluvieuse. Nous organisons cette activité pour attirer l'attention des gens. D'abord, que la population soit sensibilisée sur la nécessité de donner le sang. Et en plus, que l'exemple soit suivi et que les gens aillent volontairement donner leur sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Des études ont montré qu'on a fait des travaux sur ça. C'est la pédiatrie et la gynéco qui sont les plus grands demandeurs et utilisateurs de ce produit très précieux qui est le sang. Donc ça fait que par manque de sang, au niveau pédiatrique, on a un taux de mortalité qui est élevé en rapport avec ce manque de sang. Parce qu'il y a des enfants quelquefois qui peuvent rester pendant 1 jour, 2 jours. S'il n'y a pas de sang, l'enfant peut décéder. Donc c'est la raison pour laquelle durant cette période de paludisme, toute mobilisation en faveur d'une collecte de sang pour que ce produit très précieux soit disponible dans nos services. Et toute mobilisation de ce genre, c'est la bienvenue à notre niveau. Ces frères et sœurs en Christ témoignent aussi à travers ce don de sang leur amour pour leur prochain, à l'image du Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour sauver l'humanité. C'est comme on l'a dit à l'Église, et on nous a signifié que c'est un acte d'amour et de foi. Et il n'y a rien de tel pour donner son sang à ce qu'on sauve des vies. C'est pour pouvoir sauver la vie de mes sœurs, parce qu'en tant que femme, c'est pas facile. Je sais ce que les femmes vivent de ça. Souvent, pour faire des interventions, c'est pas facile quand il n'y a pas de sang. Et moi, je suis une ancienne donnée de sang même. Et souvent, on m'appelle un peu tard de venir donner le sang pour sauver. Une fois, je l'ai fait pour sauver une femme qui était en intervention. J'ai pu sauver cette dame-là, vraiment, j'étais très, très contente. L'Association des étudiants en médecine du Burkina, initiatrice de cette opération, espère collecter 500 poches de sang. Une contribution non moins négligeable au regard des besoins du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou qui s'estimerait à plus de 28 000 poches de sang. Et puis le Festival des Arts de Tanguinda-Souris, pour sa 4e édition, a réuni une belle brochette d'artistes sur scène le 7 juillet dernier pour une fin en apothéose. Traditionnels, théâtre et ballet ont été le menu de ce festival qui a tenu en haleine le public de la commune rurale depuis le 2 juillet. Retour sur les temps forts de ce moment culturel avec Jacques Lamissa Tarpara. 39 villages ont compéti à cette 4e édition du Festival des Arts de Tanguinda-Souris. À l'arrivée, 5 troupes se sont hissées sur la plus haute marche du podium. Ce sont l'école de Séguédin, la troupe Warba de Kari, la chorale Paligwende, la troupe Songtaba et la troupe AGSI de Séguingoussé. En tant que parrain, je suis fier de l'évolution de la promotion culturelle à Tanguinda-Souris. Je félicite les promoteurs, M. Jean-Christophe Ilboudo. Vive la promotion culturelle à Tanguinda-Souris. Pour permettre aux troupes de la localité de bien se préparer aux éliminatoires de la Semaine nationale de la culture SNC, le promoteur entend perpétuer ce festival. C'est le triomphe de la tradition de la modernité et je ne peux que me réjouir. Nous avions en tout cas offert une tribune d'expression de la culture, de la tradition donc à Tanguinda-Souris et les choses sont bien passées. Et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des troupes traditionnelles qui ont compéti et nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. Se disant satisfait par le succès de la manifestation, le maire de la commune de Tanguinda-Souris a promis de maintenir son accompagnement
Outre les lauréats, tous les participants à ce festival ont reçu des prix d'encouragement. Actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le langage des armes reprend le dessus. Des combats qui ont vite fait d'interrompre le dialogue et ce sont les populations qui paient le plus lourd tribut de cette reprise des hostilités, des populations obligées de fuir en masse. Les armes parlent à nouveau dans le Nord Kivu. À l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 et les forces armées congolaises ont repris les combats. À la barrière de Kanyaruchinya, les casques bleus sont une nouvelle fois des témoins privilégiés. Entre deux feux, les habitants de Mounigui ont fui depuis longtemps, laissant un quartier désert. Les derniers récalcitrants prennent la route à leur tour. Nous nous en allons parce qu'il y a des crépitements de balles et des explosions de bombes, donc on part. Plus bas, des dizaines de curieux s'accrochent à flanc de collines pour suivre les échanges des tirs. Ils sont également aux premières loges pour assister au déploiement des FARDC qui s'élancent vers la ligne de front. Sous le commandement du colonel Mamadou Mbala, près de 2000 hommes lourdement armés seraient engagés dans les combats. La veille, le président du M23, dans son fief de Bunagana, à la frontière ougandaise, dénonçait l'attitude de Kinshasa. Nous sommes en train de subir aujourd'hui des attaques de la coalition gouvernementale. Nous refusons d'avancer. Nous refusons de répondre énergiquement parce que nous pensons que la solution n'est pas militaire. Nous sommes en train d'enlever au gouvernement congolais le prétexte de son option militaire. Même son de cloche à l'état-major du mouvement qui a installé ses quartiers dans la caserne de Rumangabo, enlevée aux forces gouvernementales. La pression militaire, c'est Kinshasa. Donc Kinshasa, ce qu'il veut que nous fassions, c'est ce qu'on fait. Oui. S'il veut qu'on parle, on va parler. S'il veut qu'on fasse la guerre, on va le faire. Mais nous envisageons le dialogue. Selon Kinshasa, la rébellion a reculé de 15 km et perdu une centaine d'hommes. Un bilan rejeté par le M23. Le dialogue est interrompu. Pour la 3e journée consécutive, la parole est aux armes. Et pour terminer, des nouvelles du continent africain en bref qui nous conduisent au Nigeria, au Mali et au Nord Congo où un nouveau front s'ouvre. Le sida, le paludisme et la tuberculose au cœur du sommet de l'Union africaine. Les dirigeants du continent réunis à Abuja demandent plus de financements internationaux pour combattre ces maladies. Le président nigérian appelle l'Afrique à se prendre aussi en main. Il est grand temps de trouver une solution définitive et concertée à ces maladies. Le coût humain, social et économique d'actions inadaptées ou du manque total d'action serait beaucoup trop grave à imaginer. En marge du sommet, polémique autour du président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale. Son arrestation était réclamée par des militants nigérians des droits de l'homme. Coïncidence ou non, Omar el-Béchir a quitté le Nigeria ce mardi. Le corps de l'otage français Philippe Verdon, formellement identifié. Les autorités françaises confirment la mauvaise nouvelle. Il y a encore telle ou telle investigation précise à faire, mais je peux vous dire, il n'y a pas de doute. Et donc, notre compatriote, malheureusement, a été tué. En novembre 2011, Philippe Verdon était enlevé dans cet hôtel du Nord-Mali en compagnie d'un autre Français, Serge Lazarevitch. Les deux hommes tombent entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En mars dernier, AQMI annonçait l'exécution de Philippe Verdon, une information longtemps non confirmée par Paris. Son corps a été découvert début juillet au Nord-Mali. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur les circonstances de sa mort. Sauf qui peut pour ces réfugiés congolais. Ils sont déjà 65 000 à avoir passé la frontière vers l'Ouganda et à s'entasser dans des camps de fortune. Un véritable exode. Jeudi dernier, tout près de la frontière, des rebelles ougandais ont attaqué le village congolais de Kamengo. L'armée les a délogés et a lancé une traque dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.